tous! Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera spécialement consacrée au panorama dans Lightroom. En fait, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été apportée avec Lightroom 6 et je trouve que c'est super parce que moi j'aime beaucoup les panoramas, j'en fais pas mal et à chaque fois il fallait passer par Photoshop. Bon, c'est pas un souci, ça marche bien avec Photoshop en général. Mais je trouvais que c'était dommage de pas pouvoir faire ça dans Lightroom parce qu'au final c'est pas si compliqué que ça quand le panorama est bien fait. Et je trouve que c'est une super bonne idée. J'étais assez heureuse de voir que il y avait cette fonctionnalité de fusion de photos. Alors après, on peut se dire oula, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va foirer? Mais non, j'ai pu tester et ça marche assez bien. Et je voulais vous montrer ça sur un panorama que j'ai réalisé sur un mariage. C'est quelque chose que je fais assez souvent, surtout au moment de la cérémonie. Là, c'était une cérémonie vraiment sympa, champêtre à l'extérieur, donc jusqu'au dernier moment, on a croisé les doigts pour qu'il fasse beau. Il a plu la nuit précédant le mariage, un gros orage, donc heureusement, rien n'était à l'extérieur, donc tout a été mis en place le matin même. Et voilà, moi j'ai préparé un panorama. Donc pour le panorama, c'est assez simple. Il faut essayer, dans ces cas-là, quand vous êtes dans une cérémonie, quelque chose comme ça, essayez de le faire assez rapidement parce que, ben oui, les gens ont tendance à bouger et par exemple, si vous regardez le monsieur ici, vous voyez qu'une fois que j'ai fini mon panorama, ben on n'a plus du tout la même position. Donc il faut aller assez vite quand vous avez des personnes sur un panorama, parce que ça peut poser souci. Deuxième chose, moi ce que j'ai fait sur ce panorama, c'est que j'ai fait 2 étages, 2 rangées. Pour vous montrer un peu ça, je pense que voilà, ça c'est à peu près la première rangée. On va faire comme ça. Donc bon, c'est dans l'autre sens. Donc là, on part de droite et on va vers la gauche. Et ensuite, je suis montée d'un étage et je suis revenue vers le point de départ et je suis redescendue au cas où. Pour le panorama, vous pourriez faire une seule rangée, on va dire. Moi, j'aime bien en avoir 2 en général. Là aussi, il y avait ce superbe château, donc je pouvais pas ne pas le mettre dans le cadre. Et il faut savoir que moi je fais souvent les mariages en ayant en tête l'album photo que je peux faire ensuite. Donc ça c'est un panorama comme ça, je sais directement que ça va me tenir une double page et que ça va être magnifique. Donc là tout simplement, une fois que vous avez isolé toutes vos photos qui font partie du panorama, il faut toutes les sélectionner. Je suis dans le mode bibliothèque, donc pour les sélectionner, vous cliquez sur la première, vous appuyez sur CTRL, ça va faire que les 2 sur lesquels vous avez cliqué. En fait, pour tout sélectionner, il faut faire CTRL SHIFT, et là, ça prend toutes les images qui sont entre les 2 photos sur lesquelles vous avez cliqué. Bon là, je les ai isolées, donc on pourrait faire pour tout sélectionner, CTRL A, ça revient au même. Mais si vous voulez sélectionner quand il y a d'autres photos autour, il faut faire avec CTRL, SHIFT et cliquer. Donc là, ce qu'on fait ensuite, tout simplement, c'est un clic droit, fusion de photos. Donc là, vous avez les 2 possibilités, HDR, panorama. Nous, on veut un panorama. Vous voyez aussi qu'on a un raccourci CTRL M, pour ceux qui veulent aller encore plus vite. Donc là, c'est le moment où on croise les doigts. Il faut que ça marche, il faut que ça marche. Sinon, oui, vous avez 3 projections, sphérique, cylindrique, perspective, et selon celle que vous choisissez, en fait, ça dépend de comment vous avez pris votre panorama, ça va plus ou moins bien marcher. Donc moi, pour les panoramas, je reste statique et je me tourne. C'est difficile à expliquer, mais ça rejoint une projection qui serait cylindrique sur une rangée
et sphérique quand je monte la tête pour faire la deuxième rangée. Donc normalement, en règle générale, pour moi, c'est la projection sphérique qui marche le mieux. Voilà, donc là, on est en sphérique. Vous voyez que c'est pas trop mal. On a tout. Là, j'ai les coins qui sont un peu foireux, mais ça, c'est pas un souci. Je peux rattraper ça. Et juste pour tester, donc si on passe en cylindrique, ça va, voilà, agrandir tout ça. Et en fait, ça, c'est pas le normal. Donc moi, ça sera vraiment sphérique. Je sais que c'était comme ça. En perspective, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, en perspective, lui, il s'attend pas à ce que j'ai fait le panorama comme je l'ai fait, quoi. Je l'ai vraiment fait pour que ça soit une projection sphérique. Donc là, ce choix, c'est vraiment selon comment vous faites vos panoramas. Et là, on pourrait faire un recadrage automatique, mais moi, vu que je vais retravailler pour en fait remplir ces zones et faire un panorama un peu plus grand, je vais pas faire le recadrage. Et on clique sur fusionner. Et là, il faut juste attendre. Donc si on, voilà, ici vous avez la mention comme quoi Lightroom est en train de travailler pour faire le panorama. Donc je vous retrouve à la fin, une fois que Lightroom aura fini le panorama, parce que ça va prendre un peu de temps, je pense. Voilà, donc le panorama a été terminé. On voit ici, il est gros. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est je vais en fait essayer de combler ce petit trou parce que j'aimerais vraiment avoir la tour en entier et pas avoir à couper les pieds en bas ni les pattes de la chienne. Donc là, pour le coup, on va passer sous Photoshop. Voilà, donc on se retrouve dans Photoshop avec notre panorama. Et là, ce qu'on va faire, toujours pareil, c'est surtout ce petit carré que j'aimerais remplir. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est utiliser la technique dont je vous ai parlé dans 2 vidéos précédentes dans la retouche sous Photoshop pour en fait supprimer un élément gênant d'une photo. Et dans ce cas-là, pour cette image, on va faire le contraire. On va essayer de rajouter des choses sur notre image. Et pour cela, on va commencer d'abord par la méthode du Content Aware. Donc, moi, je fais toujours une copie de mon calque de base, CTRL-J. Ça vous crée automatiquement un nouveau calque. Et ce qu'on va faire, donc, on va sélectionner ce carré pour commencer. On va voir ce que ça donne. Après, vous faites clic droit, remplir, fil, Content Aware, blablabla. Et là, on attend, on va voir, et voilà. Alors ça, c'était le truc que je craignais. Bon, bah, il a essayé de trouver quelque chose qui ressemblait à du feuillage, des jambes, tout va bien. Donc, voilà pourquoi souvent, je laisse tomber assez rapidement le Content Aware, parce que ça marche pas vraiment. Ok, donc là, on va passer à la seconde méthode, et on va utiliser notre cervelle. Donc là, ce que je fais, c'est que je crée un nouveau calque, CTRL-SHIFT-N, ou aussi vous pouvez simplement cliquer ici. Et là, on va utiliser l'outil tampon de duplication. Donc là aussi, je vous renvoie vers la vidéo qui explique en détail comment j'utilise cet outil. Et ce qu'on va essayer de faire, on va faire du copier-coller. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait ma cible par ici. Et je dessine. Et voilà. Donc là, en fait, tout simplement, j'essaye de prendre un peu des textures à différents endroits pour recréer quelque chose qui ne ressemble pas trop à une autre partie de l'image.
Parce que ça, c'est souvent le problème avec Photoshop, c'est qu'on a tendance à faire un gros copier-coller et puis on voit tout de suite que ce qu'on a fait a été dupliqué d'une autre partie de l'image. Donc là, c'est plus du détail en fait. J'avoue que vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, mais moi c'est quelque chose que je préfère faire. C'est vraiment quelque chose de personnel parce que sinon je vois tout de suite qu'il y a un souci. Donc le but, c'est d'utiliser des parties qui ressemblent assez au niveau de la netteté surtout, je dirais par exemple. De pas utiliser des parties qui sont, par exemple, si je prends une partie nette, que je vais copier sur une partie floue, on va tout de suite voir qu'il y a un souci là. Donc c'est pour ça que je me balade un peu dans le feuillage pour retrouver quelque chose qui ressemble à la texture et comme je vous disais, à la netteté au niveau des feuilles. Parce que le but c'est de berner l'œil. Et sachez que votre œil, il est quand même assez intelligent, malgré tout. Et voilà, là on est pas mal. Voilà, donc vous voyez la différence. Donc par rapport au Content Aware, bah là c'est quand même beaucoup mieux. Bon là on pourrait dire que ça c'est copié de là, mais au final quand on va recadrer, je pense que ça va passer. Donc on va voir. Là je vais continuer un peu à... Alors on va tester d'abord. Allez, on va tester le recadrage, on va voir ce qu'il nous dit. Ou plutôt comment je le trouve, le cadrage. Hein, si je remonte, je vais pas couper les pattes de Maya. Et oui, c'est Maya. C'est bon. Là, c'est bon, on a tout le monde. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. On va descendre un peu. Moi, je vais avoir le pic. Voilà. Alors, maintenant, je regarde ce qu'il faut que je retouche encore un peu. Donc là, c'est vraiment du chipotage, hein. Mais moi, j'aime bien chipoter. On a un gros panorama. Maintenant, on enregistre. Il est tout propre. J'ai bien tout ce que je voulais. Et puis voilà, hein. C'est tout bon. Avec nos photos, on a créé notre panorama dans Lightroom et on l'a affiné avec Photoshop parce que je voulais absolument garder un certain cadrage. Mais vous voyez, avec Lightroom, c'est vraiment extra. Maintenant, on peut faire des panoramas directement dans Lightroom sans réfléchir. Et ça, c'est une super belle fonctionnalité qu'ils ont mis en place. Donc, voilà, n'hésitez pas à tester ça. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt sur Vivre la photo pour un autre tutoriel vidéo.